Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Deux invités dans ce studio ce matin. Bonjour messieurs, bienvenue. Deux journalistes d'enquête que vous êtes. Avec nous, bien Pascal Saut, bonjour. Bonjour. Et Jean-Marie Ponto, vous êtes les co-auteurs de ce livre, Daesh, la contre-attaque, enquête sur le nouveau visage de l'État islamique, paru aux éditions de l'Observatoire. Faut-il le rappeler, c'est demain que nous commémorons le 10e anniversaire des attentats de Saint-Denis et de Paris. Et votre livre, je commence par vous, Pascal Saut, au hasard. Je prends l'alphabet, ça vous convient? Très bien. Pascal Saut, franchement, quand nous lisons votre contre-enquête avec Jean-Marie Ponto, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Daesh est de retour? Daesh, en tout cas, n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on pouvait espérer après la chute de l'État islamique dans la zone irako-syrienne, sous la puissance de la coalition dirigée par les Américains. On pouvait penser qu'on avait fini avec ce mouvement terroriste, et en fait, pas du tout. Ce qu'on raconte dans le livre et ce dont on a trouvé les éléments, c'est que, en réalité, ce mouvement s'est reconstitué d'une manière un peu différente de la manière dont il fonctionnait à l'époque de la zone irako-syrienne et de l'État islamique proprement dit. Et en fait, aujourd'hui, il reste extrêmement puissant, en tout cas dans certaines parties du monde, notamment en Afrique, c'est le point principal, et au Pakistan et au nord de l'Afghanistan, dans cette zone un peu sauvage et très très distancée de tout, où ils dirigent des attentats parfois extrêmement meurtriers, puisque c'est eux, par exemple, qui ont été à l'origine de cet attentat à Moscou, qui ressemblait de très près à celui du Bataclan, qui a fait à peu près le même nombre de victimes, et qui était une salle de concert attaquée par un groupe terroriste appartenant à l'État islamique. Alors, si je déroule cet essai, cette enquête, Jean-Marie Ponto, il y a en France, je vous cite, 70 lieux de culte musulmans jugés séparatistes à Marseille, à Corbeil-Essonnes, qui s'opposent notamment au contrôle de conformité. J'ai tout annoté avec Joseph Ruiz qui a préparé cette émission. Nous avons tout annoté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, on n'a pas les moyens de contraindre, de contrôler? Sur les mosquées, c'est extrêmement suivi. Et il y a effectivement un rapport qu'on parle du renseignement territorial qui suit le parcours des mosquées. La plupart, quand même, il faut être honnête, les auteurs d'attentats ou de préparation, d'après le rapport, ne proviennent pas directement des mosquées. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur les mosquées, et dès que la mosquée devient un peu extrémiste, il y a des contrôles. Alors, on raconte effectivement, elle se déplace, elle se reforme, mais on a le sentiment que, comme justement il y a ce contrôle sur les mosquées, l'événement ne vient pas de là. La préparation n'est pas dans les mosquées. C'est plutôt ou à des cadres individuels, de gens, on en reviendra dessus, qui sont des gens qui sont chouettes, des jeunes qui tombent dans les filets, ou c'est des communautés, ce qui est le problème par exemple des Tchétchènes, où il y a eu des communautés visées, évidemment pas toute la communauté, mais les membres extrémistes, et qu'on est plus sur un travail parallèle, individuel, sur des personnes, que sur des communes, que sur les lieux de culte. Pascal Saut, je posais la question des mosquées, parce que par où passe le prosélytisme aujourd'hui? C'est ce que j'allais dire pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marie, c'est qu'en fait, le prosélytisme aujourd'hui se passe essentiellement par Internet. Voilà. Ce qu'on appelle le dark web, principalement, c'est-à-dire cette zone un peu plus que grise d'Internet qui n'est pas sous contrôle, qui est cryptée avec des messages, etc. Et c'est ce vecteur d'autoradicalisation et de radicalisation qui est privilégié par l'État islamique. En fait, ce qu'ils font, c'est assez simple. Ils essaient de repérer sur le net des profils un peu qu'on pourrait qualifier, nous, de fragiles, de gens qui sont attentifs au discours radical et dont on sent qu'ils pourraient éventuellement passer à l'acte terroriste. Et c'est ces gens-là qui sont ciblés, qui sont l'objet de propagande ciblée, extrêmement précise, et qui
parfois sont incités à passer à l'acte et qui passent à l'acte, ça arrive. Vous diriez, Pascal Saut, je poursuis avec vous là-dessus, que Oléron, bon, on ne sait pas vraiment, mais c'est le bout de la chaîne? Par exemple, oui, c'est un bon exemple, effectivement. Et alors, ce qui est important de constater, c'est tout à l'heure, j'expliquais qu'il y avait une modification dans le fonctionnement de l'État islamique. La modification principale, c'est que, en réalité, à l'époque de l'État islamique territorial, ça fonctionnait presque comme une sorte d'État. Il y avait des services secrets affectés au régime, c'est eux qui organisent l'attentat de Paris, les attentats de Paris. Et les attentats de Paris, ils sont extrêmement précis, ils sont organisés de manière précise. Il y a une logistique qui permet l'infiltration des terroristes en Europe, via notamment les bateaux de migrants qui venaient de Turquie vers la Grèce. Ça, c'est le premier point. Il y a une logistique très importante qui est mise en place pour les acheminer jusqu'en Belgique, dans un premier temps. Il y a une logistique qui est mise en place pour avoir des armes, pour se fournir des armes, notamment auprès du milieu belge et franco-belge. Et donc là, il y a une organisation extrêmement précise. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, vous voyez, c'est quelqu'un qui sort dans la rue, qui va poignarder. Alors, ce qu'on peut dire, attention à quelque chose quand même, c'est que parfois, c'est extrêmement efficace aussi et très, 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 très dangereux. L'exemple le plus frappant en la matière est l'attentat de Nice. L'attentat de Nice, c'est quelqu'un tout seul, mais au volant d'un camion, il fait un massacre. Oui, un massacre massif. Là-dessus, Jean-Marie Ponto, vous insistez dans le livre enquête sur la jeunesse également. Absolument. Pour poursuivre. Il y a une forme de fascination des jeunes aujourd'hui. Ils sont assez poreux à ces idées d'islam radical. Il y a une inquiétude du parquet national antiterroriste sur cette montée en puissance de l'islam chez les jeunes. Les chiffres sont très inquiétants, puisque l'an dernier, 70% des gens qui étaient repérés et qui étaient suivis étaient entre 18 et 21 ans. Et il y a eu quand même l'an dernier 19 mineurs mis en prison, dont un qui avait 15 ans. Et ils ont des jeunes maintenant de plus en plus jeunes. Donc il est sûr que les plus jeunes sont encore plus sensibles et sont visés. Et ils sont visés, ce que disait Pascal aussi, à travers effectivement les jeux. Par exemple, des espèces d'adaptations de jeux vidéo ou de médias dans lesquels on les accroche là-dessus et ensuite on leur déverse des vidéos épouvantables de décapitations qui viennent souvent d'Afrique. Et donc là, évidemment, on voit bien que la cible et le vrai drame, c'est que ça fonctionne. C'est qu'il y en a de plus en plus chaque année. Il y a l'âge pas seulement en France, pas seulement en France, aussi en Angleterre, par exemple. On a une enquête qui a été faite en Angleterre qui montrait le même phénomène, c'est-à-dire un rajeunissement considérable de la population radicale et de gens prêts à passer à l'acte. Oui, là-dessus, sur les jeunes et sur peut-être la provenance des pays étrangers, vous insistez tous les deux évidemment, et c'est bien normal, sur les deux assassinats emblématiques, ceux des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard. D'ailleurs, vous faites le récit inversé. Vous commencez par Dominique Bernard, puis vous remontez le temps avec Samuel Paty. Là encore, les auteurs de ces deux attaques terroristes viennent de l'étranger et sont aussi des jeunes. Alors c'est des jeunes, ça c'est le premier point effectivement. Et alors c'est des jeunes qui ne ressemblent pas forcément à tous les autres. Non. Par exemple dans le cas de Mogouchkov, ce qui est très intéressant et qui est assez surprenant d'une certaine manière. Lui c'est Dominique Bernard. Oui, c'est l'assassin du professeur Dominique Bernard à Arras. Oui. Donc lui en fait c'est son ancien professeur d'ailleurs entre parenthèses. Et lui, c'est quelqu'un qui n'a pas un profil habituel, on va dire, d'une certaine manière. Alors il appartient à la communauté tchétchène, mais il est plutôt bien intégré. Il est plutôt bon à l'école. D'ailleurs, il était inscrit à l'université, il faisait des études supérieures. Donc, il ne correspond pas du tout au profil antérieur qu'on avait. Par exemple, si on prend l'exemple des frères Kouachi ou dans l'attentat de Charlie Hebdo ou d'autres exemples, cette première génération, c'était des gens en général qui s'étaient radicalisés en prison et qui venaient plutôt du droit commun. Donc cet individu n'est pas repérable. Et donc, il n'est pas dans les radars. Il n'est pas tellement repérable, mais alors, ce qui est terrible, c'est que la veille de l'attentat, il avait fait l'objet d'une vérification de la part de la DGSI qui n'avait malheureusement pas abouti. Jean-Marie Ponto ? Oui, ce qui va être vraiment intéressant, c'est que c'est l'un des rares meurtriers qui est vivant, qui est incarcéré et qui va passer en procès l'an prochain.
Et là, on va découvrir un discours très très radical, très structuré, parce que justement, c'est un intellectuel. On a vu le procureur disait que il dit ce qu'on m'a appris, c'est la langue du diable. C'est-à-dire ce que les professeurs m'ont appris, c'est la démocratie, la laïcité, c'est pas tolérable. Et là, on va avoir une démonstration vivante. La langue du diable. La langue du diable. Tout ce que l'islam radical veut combattre. Voilà, exactement. Dans la démocratie. La démocratie. Et là, ça va être vraiment intéressant de suivre le procès parce qu'on aura vraiment quelqu'un qui s'exprime radicalement. Et il y a ils sont 3 frères qui sont tous incarcérés. Le premier avait préparé un premier attentat contre l'Élysée et le deuxième a aidé son frère en lui montrant comment on tue avec 2 couteaux. Pascal Saut et Jean-Marie Ponto, vous restez avec nous. Nous évoquons ce Daesh, la contre-attaque, ce livre enquête aux éditions de l'Observatoire qui sort fort à propos dans nos librairies puisque demain nous commémorons le 10e anniversaire des attentats de Saint-Denis de Paris. Dans un instant, nous évoquerons d'ailleurs, on fera une petite parenthèse si vous le permettez, le cas de Salah Abdeslam, cette histoire de clé USB en prison, et puis cet appel qui est fait par son avocat de justice restaurative. Vous nous expliquez, vous en direz 2 mots. Nous reviendrons sur votre essai, bien évidemment, notamment avec ce regard sur la menace islamiste dans le monde. Vous l'avez brièvement évoqué, Pascal Saut, à l'instant, mais il y a beaucoup à dire là-dessus, puisque cette menace est en train de muter, si je puis dire, et de conquérir de nouvelles contrées. Allez, la vérité en face avec nos invités. Il est 9h44, 0826 300 300. Vous restez avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Achili. Jean-Marie Ponto et Pascal Saut, co-auteurs, journalistes d'enquête, co-auteurs de ce Daesh, la contre-attaque, enquête sur le nouveau visage de l'État islamique à l'Observatoire. Pascal Saut, un mot tout de même sur Salah Abdeslam en prison. Nous l'évoquions, figurez-vous, lundi matin, ici même dans ce studio, avec Samia Maktouf, vous savez, l'avocate des partis civils, oui. Qui d'ailleurs ne croit pas une seconde en la déradicalisation de Salah Abdeslam. Que dites-vous ce matin ? Alors déjà, sur ce point précis, il y a une réponse à faire qui est assez claire, c'est qu'en réalité, il est très ambivalent, très ambigu. Il n'a jamais renié. Il s'est présenté comme un soldat de l'État islamique à plusieurs reprises. Après, c'est un cas particulier, puisque lui, finalement, il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'a pas participé directement aux attentats de manière active. Et n'a pas activé sa ceinture. Il n'a pas activé sa ceinture, il l'a mise dans une poubelle, il s'est enfui, il a finalement été rattrapé quelques mois plus tard en Belgique. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui est condamné à la perpétuité incompressible, donc qui n'a quasiment aucune perspective de sortir de prison. Après, là, c'est difficile de répondre à cette question de justice restaurative, oui, parce qu'en fait, ça concerne... souhaite une forme de justice restaurative. Vous savez que j'ignorais de quoi il s'agissait, pour tout vous dire. Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un concept qui s'est développé au fil du temps, parce que c'est vrai que depuis des années, une des tendances générales de la justice, c'est la place prise par les victimes. Et il y a un certain nombre de cas dans lesquels les victimes souhaitent pouvoir rencontrer l'auteur des faits pour s'expliquer. C'est le seul moment. Il y a une mention sur le site du ministère de la Justice qui dit pratique complémentaire au traitement pénal de l'infraction. On a bien compris. Effectivement, vous avez raison, Pascal Saut, se rencontrer les auteurs d'infraction et les victimes pour un dialogue. Et le site du ministère dit les mesures prises selon des modalités diverses visent toutes à rétablir le lien social et à prévenir au mieux la récidive. Non, mais là en l'occurrence, ça ne joue pas du tout, puisque de toute façon, comme je l'ai rappelé, lui, il est condamné à perpétuité incompressible. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, dans cette chose, c'est que on a constaté au moment des audiences, qui ont été quand même très longues, on se rappelait, c'est un procès qui a duré plusieurs semaines, et il y a quand même un certain nombre de victimes qui ont eu une espèce d'insatisfaction. Et moi, je le comprends très bien de leur point de vue, c'est-à-dire qu'on a toujours envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qui a fait que ces gens se sont mis à massacrer des innocents qui leur avaient rien fait ? Et quelque part, on peut comprendre que c'est certain, il y a un désir de savoir pourquoi vous avez fait ça. Alors, le problème, c'est qu'à mon avis, ça risque d'être assez illusoire, parce qu'en réalité, ils n'auront pas de réponse. Ouais. Mais on comprend la tentation. Jean-Marie Ponto ? Oui, moi je suis un peu sceptique parce que je pense que
Le terrorisme, c'est pas du banditisme, c'est pas de la criminalité. C'est quand même d'une nature différente et d'une nature politique beaucoup plus importante que en matière de criminalité où il puisse y avoir des victimes. Là, c'est ce que disait Pascal. Le fait qu'il soit réintégré est une idée absurde. Donc, on est dans un processus politique de formation idéologique, et ça, c'est ça sur lequel il faut comprendre. Donc, je vois pas très bien comment tout d'un coup il va changer l'idéologie et se rapprocher. La question, en fait, c'est pourquoi il fait ça. Pourquoi il fait ça, lui. Contre-feu à l'affaire de la clé USB, éventuellement. Peut-être. Jean-Marie Ponto, je voudrais que nous revenions à votre essai. L'État islamique, Daesh, ce groupe terroriste se déploie désormais en Afrique. Oui, parce qu'on est beaucoup, et c'est assez normal, évidemment, dans l'émotion et dans ce qui se passe, dans les victimes, dans les témoignages, ce qui est parfaitement légitime. Mais il me semble qu'on ne voit pas exactement quand même l'évolution mondiale de l'État islamique. Il y a un général américain qui s'occupait de l'Afrique qui a dit l'Afrique, et particulièrement le Sahel, c'est le centre de gravité du terrorisme mondial. Et c'est un peu le Sahel particulièrement. Et on voit, par exemple, et on en parle relativement peu quand même, de ce qui est en train de se passer au Mali. Le Mali qui est en train de devenir de fait un État islamique. Enfin, ils sont en train de prendre le pouvoir. Ils sont aux portes de Bamako. Ils sont aux portes de Bamako. Oui, c'est une question de mois ou de jours. Quoi. Alors, est-ce qu'ils prendront directement le pouvoir ? Est-ce qu'il y aura un État ? Mais il est clair que ce qu'ils veulent, c'est un État islamique avec l'application de la charia. Et évidemment, le danger, c'est qu'une fois que cet État sera installé, ils peuvent avoir les mêmes motivations que ceux de 2015. C'est-à-dire envoyer des groupes pour développer l'idéologie. Pascal Sceaux, on se souvient, François Hollande avait fait en sorte de leur barrer la route à l'époque. Avec l'opération Barkhane. Aujourd'hui, tout bascule, tout chavire. De toute façon, la France a été chassée de la plupart de ces pays, par les juntes militaires, pas seulement au Mali, aussi au Burkina, et puis même d'autres pays. Et ce qui est intéressant sur le côté africain, et qui est un symbole et un symptôme frappant, c'est qu'aujourd'hui, le personnage principal de l'État islamique, c'est un Somalien. C'est Al-Moumin. Alors que les services, il y a un petit débat entre les Français et les Américains pour savoir est-ce que c'est lui le nouveau calife. C'est pas tout à fait certain, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un des personnages principaux de l'État islamique aujourd'hui, et lui, il est dans ce pays qui est dans l'est de l'Afrique, et il est important parce qu'il contrôle un port qui est au nord du pays, et qui est une source d'approvisionnement en argent. Il arrose en réalité la totalité de l'État islamique, y compris par exemple au Khorasan, qui est quand même à des milliers de kilomètres, puisque c'est au nord du Pakistan. C'est une position stratégique, et c'est un homme extrêmement influent, reconnaissable à sa barbe orange, qui est assez... barbe orange qui est teinte au henné. Et alors, on s'est interrogé pourquoi il faisait ça. En fait, il paraît que c'est parce que le prophète Mahomet faisait ça, se teignait la barbe au henné. Donc, c'est un signe, encore une fois, de volonté de pureté idéologique et théologique, en quelque sorte. Et donc, en tout cas, ce Al-Moumin, il montre un peu l'importance de l'Afrique dans la stratégie de l'État islamique, qui a changé quand même, parce que c'est beaucoup plus décentralisé que c'était à l'époque de l'État islamique. À l'époque où il y avait l'État islamique dans la zone irako-syrienne, il y avait un chef, à Bagdadi, le calife de l'époque, et c'est lui qui était le dirigeant de l'ensemble du groupe. Aujourd'hui, on est plus dans un système éclaté, avec des initiatives qui sont prises ici ou là, et qui font que, quelque part, la lutte contre l'État islamique est plus difficile, peut-être. Plus difficile aujourd'hui, c'est votre conclusion aussi là-dessus, Jean-Marie Ponto. Ça devient extrêmement compliqué. Nos services sont à pied d'œuvre. Alors, les services travaillent très très bien quand même, il faut le reconnaître. Nous, moi j'ai vraiment découvert ça, on en a vu beaucoup, on a vu des gens du renseignement. La justice travaille très bien, puisque tout est judiciarisé, tout passe par le parquet national financier. Il y a un travail remarquable. Parquet national antiterroriste. Parquet antiterroriste, pardon. Le PNAT. Parquet antiterroriste. Et si vous voulez, par exemple, la grande réussite qui a été les Jeux Olympiques,
on a quand même déjoué 3 grandes tentatives d'attentat, c'est grâce à la réunion des services et à enlever la guerre des services et la contrôle. Il y a un travail qui est très fort. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il y a un danger qui est imminent, évidemment. Danger imminent, Pascal Sceaux également en conclusion. Beaucoup de choses dans ce livre enquête, il faut le rappeler. Nous sommes à la fois sur le territoire national et ce regard à l'étranger, notamment, on n'a plus le temps là, mais avec ces Français qui sont toujours dans des geôles au nord de la Syrie, à la frontière turque. Il y en a quelques dizaines encore. Et puis comment s'appelle-t-il? Omar Homsen, c'est ça? Omar Homsen, alors lui, lui, il n'est pas en prison. Oui, lui, il est dans la zone, il est en Syrie, un peu en guerre d'ailleurs contre le régime d'Ahmed al-Shara, le nouveau dirigeant, qui est lui-même un ancien État islamique. Quelques heures de combat, mais pas plus, une négociation. C'est bon, voilà. Bon. En tous les cas, je rappelle, Daesh, la contre-attaque, passionnant livre enquête, messieurs, Pascal Sceaux, Jean-Marie Ponto, enquête sur le nouveau visage de l'État islamique en librairie, paru aux éditions de l'Observatoire. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et bienvenue Valérie Expert. Bonjour. De quoi débattons-nous ce matin? Écoutez, je ne vais pas vous étonner si je vous dis qu'on va parler de la réforme des retraites. On vous attend évidemment au 0826 300 300, une suspension qui va coûter cher politiquement et financièrement. 100 millions d'euros pour la Palestine. Parce que c'est une priorité pour la France dont les caisses sont vides. Gérald Darmanin qui se dit sidéré, je mets des guillemets, c'est sous ses paroles, par le fait que Salah Abdeslam est un ordinateur en prison. Et puis on parlera également du Mercosur, puisque vous savez que Emmanuel Macron sera à Toulouse aujourd'hui. Tous ces sujets avec vous. Bonne émission.